Aujourd'hui, continuons notre voyage en Guyane que nous menons depuis quelques semaines pour découvrir aujourd'hui l'association Entraide. La première fois que nous avons parlé avec Entraide, c'était en 2023. Mais cette semaine, on y revient avec sa présidente, Luz Nelly Torres. Luz nous parle de la médiation sur le terrain, de la PrEP pour les femmes et témoigne d'une grande force et courage. On l'écoute. L'association Entre Guyane, c'était une association créée en 1988 et a pour mission de soutenir les personnes vivant avec le VIH et aussi leurs proches, de défendre aussi la dignité et leurs droits des gens qui combattent l'épidémie VIH. Et vous, en tant que présidente, maintenant, vous êtes obligée de faire du terrain, en fait. J'étais toujours au terrain parce que j'étais salariée, je suis médiatrice en santé, j'étais salariée à l'association entre 2014 et 2019. J'ai parti de l'association et j'ai resté bénévole et je suis toujours bénévole. Et vous êtes d'origine espagnole? Oui, je parle espagnol, je suis colombienne. D'accord. Et vous vivez en Guyane depuis longtemps? Depuis 2005, avec un parcours un peu compliqué. Migrant comme toutes les autres personnes qui arrivent en parcours de migration, j'ai connu beaucoup de difficultés et c'est pour ça que j'aime bien faire le terrain parce que c'est un truc qui me touche beaucoup. Et vous êtes, du coup, vous êtes médiatrice en santé. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus dans les détails de qu'est-ce que c'était pour vous? Parce que vous avez dit que vous avez fait un parcours d'immigration, vous vous êtes sûrement formé sur les terrains, après vous avez fait toutes les formations proposées en Guyane, du coup, pour nourrir ce métier du médiateur qui est si important et si peu reconnu encore. Oui, je suis en arrivant en Guyane, j'étais bénévole un peu partout. Et je suis passée à être salariée en 2012 quand j'ai eu ma régularisation avec beaucoup de difficultés. J'ai passé presque 8 ans sans papier. Et tout ce temps que j'étais sans papier, j'étais bénévole. Ça m'a donné pas mal d'expériences, des acquis pour travailler au milieu social. Et en 2019, j'ai passé mon diplôme médiatrice en santé et médiatrice en éducation et promotion de la santé. Et après, j'ai eu pas mal de petites formations. Je suis formée pour former les personnes qui font les TOD. Le TOD, c'est le test rapide d'orientation diagnostique VIH. Et pour d'autres petites choses, après, je suis passée à travailler à Guyane Promotion Santé. J'ai passé mon diplôme de GEPS et je suis en ce moment à l'espace vie social qu'on appelle Castoumont et qui deviendra centre social cette année si tout va bien. Hmm. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus dans les détails des projets d'entraide? J'ai lu sur les sites de SIDAction, que c'est un de vos financeurs, vos projets de réduction des risques qui s'adressent principalement aux travailleurs, et travailleuses du sexe, aux migrants, aux personnes en prison et aux hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous détailler tout ça? On a, on a un terrain de on a un projet de prévention. On a 4 médiateurs et un coordinateur de prévention. Et l'idée, c'est qu'on fait des maraudes tous les vendredis soirs à Cayenne pour les personnes concernant les travailleurs de sexe, travailleuses et travailleurs. On a une maraude à Soula, à Macoria, et aussi, on fait des petites maraudes à Matoury et à Montjoly pour faire la prévention. Et l'idée, c'est que dans cette maraude, on distribue des préservatifs, on fait l'approche aux gens pour en parler de la prévention, de risques, de comment aller se dépister, où est-ce que les personnes peuvent trouver le dépistage gratuit, ciblé pour les maladies sexuellement transmissibles.
Et on fait aussi, on a un programme aussi pour les personnes qui prennent la PrEP. Pour les... Normalement, en métropole, la PrEP, c'est connu que pour les hommes, de relations avec les hommes, les sages-sages. Mais en Guyane, c'est un peu particulier parce que c'est plutôt des femmes. On a des hommes aussi qui font des relations avec les hommes, mais notre file active, c'est plutôt des femmes. Et en ce moment, on a à peu près une file active de 150 personnes suivies en PrEP, à Cayenne. Voilà. Justement, vous touchez un point très important parce que en métropole, justement, on essaye de trouver des stratégies pour proposer la PrEP aux femmes, surtout aux femmes immigrantes, qui peuvent être une cible, disons, importante de cet outil de prévention. Et il y a des stratégies, il y a des recherches. En Guyane, vous donnez, comme vous dites, la PrEP aux femmes déjà depuis un moment. Du coup, c'est l'utilisation de la PrEP comme on la connaît, c'est-à-dire la PrEP en continu. Et si c'est dans ce cas-là, il n'y a pas de problème d'observance. Non, les problèmes d'observance, comme les femmes sont suivies, les personnes sont suivies par l'hôpital, on essaie de les accompagner des fois. On a des problèmes d'observance, bien sûr, comme tous les maladies, tous les traitements. Mais je pense qu'ici, on a l'avantage d'avoir aussi, vous avez la Guyane, c'est le territoire le plus touché pour le VIH en France. Et normalement, la PrEP, on dit que c'est recommandé et ciblé pour les personnes à risque. Mais en Guyane, on peut, entre guillemets, on va dire, on peut mettre tout le monde sous la PrEP parce que c'est le territoire le plus touché et tout le monde est à risque. Ça nous donne un peu l'avantage de comment dire, la flexibilité de l'hôpital de mettre les femmes TDS sur le traitement de la PrEP. Mais à part ça, parce que je crois que ça, c'est peut-être la plus grande difficulté qui sont en métropole, que c'est ciblé aux gens à risque, il faut montrer, il faut donner des arguments. Ici, je crois que l'argument, c'est que la Guyane est la plus touchée et que tout le monde est à risque et les femmes sont conscientes de ça parce qu'on fait beaucoup de terrain pour dire aux gens, faites attention, c'est le territoire le plus touché, et il faut se protéger. Et comme ça, les femmes, ils comprennent bien. Et notre avantage qu'on a, c'est que dans l'association, il y a des médiateurs et médiatrices qui parlent espagnol parce que le plus grand public en Guyane, c'est des hispanophones. On a une communauté aussi qui parle anglais parce qu'on est juste à côté de la Guyane anglaise et on a des gens qui parlent aussi anglais et portugais par les gens de Brésil. Et l'avantage aussi, c'est les médiateurs multilingues qui sont à l'association, qui sont l'approche parce que c'est des médiateurs communautaires et ça c'est une bonne approche pour parler de prévention. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter comme ça peut être pour vous une journée typique d'un médiateur de vous-même? Après, je pense qu'il n'y a pas de journées vraiment typiques parce que vous avez beaucoup d'urgences chaque jour. Comme même aujourd'hui, on peut les dire, hors antenne, on n'a pas réussi à se retrouver à l'horaire défini parce que vous avez dû faire face à une urgence. Vous avez accompagné quelqu'un. Du coup, comment on peut faire comprendre à nos auditeurs une journée comme vous la vivez? Oui, comme vous avez dit, il n'y a pas de journée type, mais quand même aussi, on pourrait dire que la journée médiator, on arrive au travail, ça dépend parce qu'il y a des endroits, il y a une permanence pour la journée. Par exemple, en fait, il y a une journée pour la permanence sociale, on a un assistant social et c'est la secrétaire qui reçoit les gens qui viennent consulter l'assistant social. Il directionne un peu les situations de chacun. Mais nous, quand on fait terrain aussi, des fois, on part en maraude. On va parler, j'aime bien parler de la maraude parce que quand on part, par exemple, le vendredi soir en maraude, on part avec la voiture pleine de préservatifs. À l'époque où j'étais, on avait une petite collation qu'on proposait aux gens pour avoir la levure plus facile. La confiance s'installe et c'est plus facile. Et là, quand on parle de filles, par exemple, on donne les préservatifs, le petit paquet de préservatifs prévention, et la fille fait un commentaire, par exemple,
j'ai un accident, il y a un préservatif qui s'est éclaté, et on demande à quelle heure c'était, c'est comment c'est passé. Et ça, c'est une urgence. Et on peut partir en milieu de la tournée pour aller déposer la personne à l'hôpital pour qu'elle prenne son traitement d'urgence. Si on est dans la journée, c'est pareil. Des fois, il y a des gens qui appellent, ils disent j'ai un problème, j'ai un préservatif qui est craqué, qu'est-ce que je dois faire? Alors, on l'explique et si la personne a le moyen, elle va par ses propres moyens à l'hôpital. Mais la plupart du temps, il faut les accompagner parce que l'estigmation de VIH en Guyane, c'est très, très, très fort. Et les gens n'osent pas parler parce qu'ils sont honte de dire j'ai eu un accident de préservatif, ils posent beaucoup de questions et les gens ne parlent pas la langue, ils ne connaissent pas comment fonctionne le système et des fois les gens se font refiler. Et l'idée c'est de ne pas se faire refiler et de se faire traiter en urgence. Et comme ça, on a des journées où on a des urgences pour aller à l'hôpital ou aussi la précarité. En Guyane, on a beaucoup de migrants, de gens en situation de précarité, des mamans célibataires avec enfants, des hommes seuls qui vivent la vie un peu compliquée et qui se mettent aussi à la prostitution. Et des fois, la personne n'a pas de quoi manger, des fois, la personne n'a pas où s'abriter. On doit chercher un abri, même avec les amis, même avec le réseau, parce que dans la situation d'hébergement pour les personnes en précarité, c'est compliqué en Guyane. On est un territoire avec beaucoup de migrants qui se multiplient à chaque année. On a beaucoup de migrants qui arrivent, en plus avec le problème au Moyen-Orient, c'est encore compliqué. Et tous ces gens qui arrivent, ça a engorgé tout ce que c'est le parcours des demandeurs d'asile. Et à part les personnes qui n'osent pas demander l'asile parce qu'ils ne sont pas dans les critères et qui rentrent dans la précarité, c'est compliqué, oui, la journée. Ça peut être pour un colis alimentaire, pour faire des logements ou secourir quelqu'un qui était aussi agressé parce qu'il y a les agressions, il y a la violence. Enfin, comme vous avez dit au début, il n'y a pas de journée type. On peut avoir plein de choses dans une même journée. Et plein de langues, parce qu'en Guyane, on a des gens qui, c'est la tourbarelle ici, il y a beaucoup de langues. Oui, 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 je peux imaginer. Et pour vous, c'est quoi la, disons, la difficulté majeure que vous rencontrez dans votre travail? Je pense que c'est le moyen de ne pas savoir tout ce qu'on a besoin pour aider et les conditions de travail, des fois, ne sont pas adaptées. Parce que même les médiateurs, des fois, ils sont en précarité en partant de ça. Il y a des gens qui travaillent avec des petits salaires, qui sont de parcours difficiles aussi. Et je pense que c'est le moyen, surtout le moyen financier aussi. Et je pense que le gouvernement est conscient qu'on fait un bon travail et que c'est important. Mais quand on parle d'argent, c'est pas la même chose. Oui. Mais vous avez aussi beaucoup de satisfaction en faisant ce travail, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je l'aime bien. Si, si. Je pense que le cadeau, la récompense plus grande, c'est le gros sourire des gens qui se sont sortis d'une difficulté et que c'est nous qui les avons aidés à s'en sortir. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien aussi. Comme dit précédemment, nous avions rencontré l'association Entraide en 2023. À l'époque, j'avais eu au téléphone Maëline Esteves, responsable du programme prévention de l'association. Je vous propose de l'écouter. Alors, bon, moi, ça fait 2 ans que je suis à Entraide, mais bon, j'ai eu la petite histoire par les collègues les plus anciens. Donc, en fait, Entraide, c'était au tout début, donc quand l'épidémie du VIH a fait ses débuts. Et du coup, on s'est retrouvé qu'en Guyane, il y avait pas mal de personnes positives du coup, à cette maladie. Et du coup, ils ont créé cette association, donc une association de soutien, voilà, en premier lieu de soutien. Et au fil du temps, c'est devenu également une association de prévention. Donc, au tout début de l'association, en fait, ça a été, on va dire, pris en main par l'association AIDS. Voilà, donc au tout début, c'était l'association AIDS qui, sur le territoire du coup à Cayenne, était venue et ils ont mis en place tout un tas
de programmes justement pour permettre aux personnes de comment pouvoir se protéger, comment éviter les risques de transmission et également pour cet accompagnement. Voilà, parce que à cette époque-là, c'était vraiment pas évident pour les personnes. Donc, ils ont mis en place tout un tas d'actions aussi pour, on va dire, pour faire sortir les personnes de l'ombre, en fait, pour qu'ils puissent avoir une autre manière de vivre. Enfin, voilà, qu'on sache qu'ils soient soutenus. Et du coup, la présidente de l'association a repris l'association et l'a transformée en une association plutôt locale. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé tout de même le nom AIDS. Et du coup, ils ont mis entre, justement pour cet esprit, justement, nous sommes tous concernés et nous nous entraidons tous ensemble. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle a voulu justement instaurer. Du coup, local. Alors, pourquoi local? Parce qu'en Guyane, nous sommes un département. Et à la Guyane, nous avons 2 frontières. Donc, nous avons la frontière du Suriname et la frontière du Brésil. Donc, il y a beaucoup de passages en Guyane et c'est pour ça que nous voyons justement cette multiculturalité-là. Car par le Suriname, il y a beaucoup de personnes qui viennent et du coup, c'est très simple par le Maroni de venir en Guyane et de même par le Brésil. Et lorsque les personnes se sont rendues compte que, en métropole, il y avait un traitement justement qui fonctionnait mieux que dans les autres pays, donc le traitement du VIH, elles ont fait le souhait du coup de venir en Guyane pour pouvoir bénéficier de ce traitement. Un traitement qui était beaucoup plus adapté, qui fonctionnait mieux et aussi un traitement qui était gratuit. Voilà, parce qu'à savoir, dans leur pays respectif, il fallait quand même débourser une certaine somme d'argent qu'ils ne pouvaient pas forcément avoir. Donc, on a eu cette migration et c'est pour ça que cette présidente-là, elle a voulu justement garder cet aspect local parce que pour répondre justement à cette problématique-là, il fallait avoir certains moyens, il fallait adopter certains comportements et mettre en place aussi une manière d'approcher les personnes. C'est-à-dire, alors, mettre en place des professionnels qui connaissent justement les limites de cette migration et qui peuvent répondre directement à cette problématique-là. Donc, l'association, aujourd'hui, nous avons des médiateurs. Donc, des médiateurs sociaux et culturels. Donc, ça veut dire qu'on a la chance d'avoir en traite des médiateurs qui sont de la communauté des personnes qui viennent à l'association et également des acteurs locaux. Donc, ça veut dire des personnes guyanaises, voilà. Donc ça, c'était le petit plus d'entraide, en fait. C'est vraiment le petit plus. Bon, aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup d'associations qui ont suivi, mais c'est vrai que ça, c'était la petite histoire d'entraide. C'est vraiment pour ça aussi qu'on n'oublie pas cette association. Les personnes se sont battues justement pour que l'association ait son empreinte locale. Oui. Voilà. Une association historique, mais vraiment radiquée sur les territoires. J'imagine qu'il y a par exemple des médiateurs qui parlent portugais. Exactement. Voilà. Oui. Mais aussi des acteurs locaux, vraiment. Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ici, on parle portugais, on parle espagnol, on parle créole haïtien, on parle anglais. Donc voilà, on a un peu de tout. Donc c'est ce qui fait cette petite force à l'association. Donc du coup, pour parler des programmes, donc nous avons ce programme d'accompagnement donc vers les personnes qui vivent avec le VIH. Et dans ce programme-là, nous avons l'aide, on va dire l'aide par rapport à la vie un peu chère, si je pourrais dire comme ça. Nous avons des aides justement à ce niveau-là. Par exemple, il y a des bénéficiaires qui vont avoir des colis alimentaires. Il y a des bénéficiaires qui vont avoir droit à des aides pour leurs démarches administratives.
lorsque je parle de démarche administrative, c'est lorsque vous faites votre demande je perds mes mots. Lorsque vous faites votre demande pour être en régularité sur le territoire, votre demande de carte de séjour, des fois il faut débourser des timbres et ça a un coût. Donc du coup, nous, l'association, on les aide par rapport à ça. Et nous aidons aussi les personnes par des dons de vêtements. Généralement, tous les mois, nous avons une activité vestiaire braderie. Donc, les personnes peuvent venir chercher des vêtements. Donc, les vêtements, ce sont des personnes qui savent que l'association, elle met en place cette action et ils nous déposent. Après, nous faisons un tri pour savoir quels sont les vêtements qui sont les plus respectables. Et du coup, nous les proposons à nos bénéficiaires. Ensuite, nous avons également l'action de donner du lait maternel aux mamans. Alors, des fois, elles ne sont pas forcément suivies chez nous. C'est juste le partenariat que nous avons mis en place avec, du coup, l'hôpital. Donc ça serait... c'est l'hôpital qui gère cette partie-là. Mais du coup, elles viennent chez nous directement et nous leur donnons le lait maternel. Donc ça, c'est le lait maternel, par exemple, c'est pris en charge par l'association. Voilà, c'est nous qui achetons le lait et qui le distribuons. Donc, on donne le lait maternel jusqu'au 1 an de l'enfant. Voilà, après, on estime que l'enfant, il peut manger normalement. Donc, du coup, on s'arrête là. Après, toujours dans le programme accompagnement, nous mettons en place des activités, donc des sorties de convivialité. Voilà, parce que pour sortir de toute cette zone, parce qu'il faut savoir que la majorité des personnes que nous accompagnons, donc ces personnes-là sont accompagnées par l'assistant social, mon collègue, Monsieur James, et ils vivent des fois dans des habitations un peu insalubres. Donc du coup, pour les sortir de cette zone-là et leur faire oublier également que voilà, tous les jours c'est la maladie, pour qu'ils puissent voir autre chose et également pour leur sociabilisation, bien évidemment. Du coup, on met en place ces sorties-là. Donc, ils peuvent aller soit au cinéma, soit aux îles du Salut, soit faire une marche dans les petits sentiers, voilà. Oui. Et chaque année, pour Noël, l'association met en place une fête de Noël. Une fête de Noël, du coup, pour les enfants des usagers. Également pour certains usagers aussi, voilà, pour un petit moment, encore pour marquer le coup. Voilà, c'est Noël, on fait la fête. Donc, on organise des animations, on offre des cadeaux à tous les enfants. Voilà. Et c'est vraiment un moment agréable. Pour avoir fait 2 ans en trade, c'est l'un de mes meilleurs moments parce que je trouve ça magnifique. Il y a le Père Noël qui vient, les enfants ils sont ravis, on est autour d'un repas ou autour d'un goûter. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc là, c'était vraiment pour la partie accompagnement. Oui, et moi j'avais lu que votre programme d'accompagnement est surtout pour les travailleurs et les travailleuses du sexe, ou pas seulement? Alors, là, c'était vraiment l'accompagnement auprès des personnes vivant avec le VIH et certaines personnes vivant avec l'hépatite B. Voilà. Mais du coup, pour notre programme Travailleuse du sexe, là, ça rentre dans le cadre de la prévention. Donc, dans le cadre de la prévention, nous avons cet accompagnement auprès des travailleuses du sexe. Donc, nous avons la permanence. C'est une permanence située dans un quartier phare des lieux de prostitution. Voilà. Et où les travailleuses du sexe peuvent venir se recueillir, peuvent venir discuter du coup avec la médiatrice qui reste sur place. Donc, par exemple, l'ouverture de cette permanence, ça se fait la nuit. Voilà, parce que du coup, ça peut leur permettre, durant leur travail, de venir récupérer des préservatifs. On leur donne une pochette comprenant 10 préservatifs et 3 gels pour les femmes. Et donc voilà, donc la médiatrice sur place, elle accueille ces travailleuses du sexe. Elle leur propose généralement un petit café, une petite collation. C'est également un moment où elle peut discuter avec elles pour savoir si tout se passe bien, déjà. Et pour voir également si elles sont intéressées pour faire un groupe de parole, parce que nous faisons en prévention des groupes de parole pour qu'elles puissent
être au clair justement avec les différentes maladies que nous pouvons attraper, enfin les différentes infections que nous pouvons attraper lors d'un rapport sexuel et quel comportement adopter si toutefois la personne, enfin le client ne souhaite pas mettre le préservatif. Donc là, on propose une alternative. Donc ça fait partie également d'un de nos programmes phares, c'est la PrEP. Voilà, aujourd'hui, en trade, on va dire que nous sommes très fiers parce grâce à la médiatrice, notre médiatrice, du coup, elle arrive à avoir beaucoup de filles qui sont intéressées par la traite et qui, du coup, elles sont rentrées dans ce soin. Voilà, dans ce soin, de prendre ce traitement. Justement, est-ce que par rapport à ça, c'était vraiment une de mes questions par rapport à la PrEP, vous avez du coup beaucoup de femmes qui vous la demandent, vous les accompagnez dans ce... Alors, oui. Alors, en fait, nous, les femmes, nous les voyons donc durant notre maraude. Nous faisons une fois par semaine une maraude dans les quartiers de prostitution. Et à ce moment-là, quand on voit des filles qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que souvent, il y a beaucoup de nouvelles, et ben là, la médiatrice, elle propose justement ce traitement. Voilà. Elle leur propose, et si elles sont d'accord, à ce moment-là, elles peuvent venir directement à l'association au premier rendez-vous. Donc, tout dépend de la fille. En fait, si la fille, elle veut le prendre et ça lui pose pas de problème, elle va continuer dans cette démarche de soins. Si toutefois elle veut arrêter parce qu'elle sent que finalement elle n'est plus en danger, enfin elle se sent plus être en danger par rapport au VIH, donc du coup elle l'arrête ou elle peut le reprendre après. Mais en tout cas, nous, notre rôle, c'est vraiment de leur présenter ce moyen de prévention et de les mettre, on va dire, en autonomie, parce qu'après, c'est d'elles-mêmes qu'elles vont venir régulièrement au rendez-vous. Donc là, on travaille directement avec l'hôpital du jour, voilà, pour la PrEP. Est-ce que votre ressenti, c'est un ressenti que la PrEP, c'est un moyen de prévention qu'il est bien accueilli par ces femmes? Ou vous trouvez qu'il y a pas mal de décrochages? Parce que si on regarde les chiffres généraux, chez les femmes, il y a beaucoup de difficultés à prendre la PrEP de manière régulière. Chez vous, vous avez les mêmes ressentis ou pas? Alors nous, c'est tout à fait, enfin c'est aléatoire parce que du coup, on a des femmes qui vont le prendre sans problème, mais il y en a d'autres qui, comme je vous disais, soit bon, elles tombent enceintes, elles ont un enfant, elles vont arrêter, ou bah, finalement leur activité, elles mettent fin à leur activité, du coup elles font autre chose. Mais voilà, tout dépend en fait. Donc ça dépend. C'est vrai qu'on a des femmes qui ont pris la PrEP mais qui ne leur convenait pas. C'est-à-dire qu'elles trouvaient que le médicament était très lourd. Elles se plaignaient de douleurs à l'estomac. Mais bon, par rapport au nombre de femmes qui l'ont arrêté à ça et d'autres, c'est vraiment parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie qui ont fait qu'elles n'ont plus besoin de le prendre. C'est différent. Voilà. Oui. Ouais. Et du coup, ça c'est pour les programmes de prévention. Oui. Du coup, les maraudes, l'assistance le suivi des femmes et des hommes travailleurs du sexe. Et vous avez aussi des programmes, je lisais, des préventions des santé sexuelle auprès des jeunes, au milieu scolaire, dans les quartiers. Et comment il est développé? Alors, dans le programme des jeunes, donc souvent c'est soit c'est par l'infirmière scolaire, un professeur d'SVT qui fait appel à nous. Voilà, ils savent qu'entraide, on mène ces actions-là, donc ils font appel à nous. Des fois, ça nous arrive également parce que nous avons entendu d'autres partenaires qui disaient dans cet établissement-là, il y a un besoin, il faut que vous y allez, donc nous on y va. Donc en fait, nous proposons des séances de prévention en santé sexuelle. Donc on va parler surtout des risques de transmission et du préservatif. Donc pour que les jeunes ils puissent
comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une infection sexuellement transmissible, comment on peut l'attraper, qu'est-ce qu'on peut faire au cas où on l'attrape. Voilà. Donc nous, on va mettre tout ça autour de petits jeux. Voilà. Parce que bon, comme ce sont des jeunes, on va pas non plus trop les frustrer. Il faut pas non plus voilà. C'est pas évident pour eux, donc on fait des petits jeux là-dessus. Le but c'est pas encore de leur faire peur, hein, mais c'est juste de les prévenir, pour moi qu'ils puissent avoir l'information. Donc ça c'est pour les jeunes. Après pour les quartiers, donc nous nous rendons dans les quartiers prioritaires des villes. Donc nous mettons en place des stands d'information, prévention, et nous proposons le dépistage rapide. Voilà, donc l'association est habilitée pour effectuer le dépistage du VIH. Donc nous avons, pour le moment, nous sommes tous formés au dépistage. Et voilà, donc on fait ça dans notre semaine. Nous avons un planning où chaque semaine, nous savons que nous devons aller à tel endroit pour effectuer ces actions de prévention. En fait, on va vers les personnes. Les personnes peuvent venir aussi à l'association, hein, c'est un lieu d'accueil, mais c'est vrai que nous, notre point fort, c'est vraiment d'aller vers ces populations qui sont des populations à risque, on va dire, pour voilà. D'accord. Et une question, peut-être vous n'avez pas du tout à faire avec ça, mais vu que c'est une information de ces derniers jours, la retraite, les personnes qui vivent avec les VIH, nous savons ils vont avoir des retraites encore plus misérables de celles que des autres personnes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un mouvement des grèves forts chez vous comme à métropole ou pas? Non, ça s'est pas ressenti du coup, en tout cas au sein de l'association. Après, en mode général, oui, ça s'est senti, hein, on le voit bien. Mais dans le cadre de l'association, nous n'avons pas eu, enfin en tout cas avec mon collègue, on n'a pas eu ce type de ressenti. Oui. C'est vrai que enfin, ça plus la partie de mon collègue, assistant social, qui pourra plus vous répondre. En tout cas, de ce que je sais, c'est vrai qu'il y a des possibilités pour les personnes qui n'ont pas pu travailler, qui peuvent percevoir quelque chose au niveau de la retraite. Mais après, voilà, il faut rentrer dans on va dire, comment vous expliquer ça? C'est vraiment au cas par cas de la personne et de sa situation qui fait qu'elle peut avoir droit à ce dispositif-là. Voilà. Et une autre thématique aussi très inquiétante avec laquelle nous avons affaire à Métropole, c'est le chemsex. Est-ce que c'est un sujet aussi qui rentre dans vos activités? Alors, nous avons eu un programme, justement. En 2016, il y avait eu un programme il y avait un animateur qui était référent, justement, pour ce type, ce type de consommation. Alors, du coup, on en a eu pas énormément, donc du coup je pense que c'est pour ça que le programme il a été stoppé parce que en Guyane c'est compliqué de recueillir ce genre de personnes et d'aller vers ce genre de personnes, de sensibiliser ce type de personnes. En parlant avec d'autres collègues d'autres structures qui eux qui sont spécialisés vraiment là-dessus, même eux ils nous disaient que c'était très très compliqué. Voilà. En fait, c'est difficile d'avoir des rentrées en contact avec ce voilà, ce type de personnes, ouais. Oui. Et, voilà. Et Maëline, du coup, 30 ans d'association, mais toi, tu es arrivée ces dernières 2 ans. Comment tu es arrivée à Entraide? Alors, du coup, j'avais entendu parler d'Entraide. Quand j'étais jeune, j'avais déjà entendu parler d'Entraide parce que je sais qu'ils faisaient des interventions dans les collèges et tout. Et du coup, comme ça, à un moment donné, je cherchais du travail et j'ai vu, j'ai dit, tiens, Entraide. Et du coup, ils cherchaient un poste d'animatrice pour les jeunes.
Donc, j'ai postulé pour ce poste-là parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, au lycée, j'en ai pas vu, mais c'était plutôt en troisième que j'ai vu quelqu'un membre de l'association. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, on en a besoin. On a besoin d'animateurs dans les établissements parce que souvent on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Et puis, même encore adulte, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Et donc voilà, donc j'ai postulé, j'ai été prise et du coup j'ai commencé à faire les interventions uniquement pour les jeunes. Voilà, donc mon poste c'est vraiment pour les jeunes et ça m'a vachement plu, je me suis sentie bien à l'aise et j'ai adoré cette harmonie que nous avons à l'association. C'est pas vraiment quand on vient travailler, on se sent bien, c'est pas une contrainte. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas parce que c'est une association et certaines fois c'est pas évident. Il y a des petites choses, voilà, c'est compliqué, surtout à un moment donné en trade, nous n'avons pas eu de direction pendant 1 an malheureusement. Du coup il faut faire avec. Et là, c'est les petits moments bas, c'est pas évident. Mais du coup, non, le plaisir est toujours le même on sait que ce qu'on fait, notre métier, c'est pour le bien-être de tous et qu'on n'est pas là pour rien en fait. On se souvient de nous et ça, c'est agréable.